12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. C'est la première partie, notre partie débat. Et comme nous sommes mercredi, place à un débat sur les sorties cinéma. Pas n'importe lesquelles, puisqu'on revient aujourd'hui sur deux films qui ont bien occupé et qui occupent encore l'espace critique. J'ai nommé Barbie de Greta Gerwig et Anatomie d'une chute, Palme d'Or à Cannes de Justine Triet. Oui, nos critiques ont encore des choses à dire sur ces sujets. Bonjour Charlotte Garçon. Bonjour. Rédactrice en chef au Cahier du cinéma. Face à vous, Adrien Desnouettes. Vous êtes critique et auteur. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans les Midis de Culture. Allez, on commence avec Barbie. Hi Barbie. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Ken. I thought I might stay over tonight. Why? Because we're girlfriend-boyfriend. To do what? I'm actually not sure. Du film de Greta Gerwig, on a parlé du budget, 100 millions de dollars, des entrées au box-office, plus de 5 millions en France, des recettes, du marketing, de la corruption de la réalisatrice par les studios hollywoodiens, du féminisme, opportuniste ou bienvenu, mais du film en lui-même, qu'en reste-t-il? De la mise en scène, du scénario, une Barbie en proie à des angoisses va trouver des réponses dans le vrai monde, du jeu des acteurs, Margot Robbie et Ryan Gosling. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors on va commencer avec vous, Charlotte Garçon. Est-ce que c'est un bon film? Est-ce que c'est du bon cinéma, Barbie? Ça n'est pas très mauvais, contrairement à Oppenheimer, si vous voulez me lancer sur Oppenheimer. Sur la fameuse comparaison. L'autre monument de l'été. Mais il y a un problème. Et je pense que, j'y viendrai, mais je pense qu'il n'y a pas deux choses, c'est-à-dire d'un côté la façon dont le film a été produit, initié notamment par Margot Robbie qui a visité les usines Mattel, et la forme du film. On ne peut pas dissocier les deux. Tout ça est tout de même intriqué parce que se retrouvent dans le scénario et aussi dans la mise en scène les mêmes problèmes que pose, disons, le féminisme dissous dans l'ultralibéralisme et le merchandising. Adrien Desnouettes, vous, c'est un bon film? Vous avez passé un bon moment en regardant Barbie? Alors non, pas du tout. Je me suis vraiment ennuyé. Et je pense qu'il est important de rappeler, puisqu'on parle de cinéma, alors vous l'avez dit, il y a eu une espèce d'énorme glose autour du phénomène de réception de ce film, puisque c'est un vrai phénomène. On a même parlé de phénomène de société, ce qui, à mes yeux, est un peu exagéré. Je pense que c'est un symptôme d'un grand phénomène de société qui est celui du grand retour en flamme. Mais ça du vient pas féminisme. annoncer un phénomène. Non, ça vient vraiment s'inscrire dans ce phénomène-là, selon moi. Néanmoins, il y a quelque chose qui m'a énormément manqué quand même, dans vraiment le commentaire critique, c'est de rappeler que l'ambition de Barbie est de faire une comédie, et donc de nous faire rire. Et même une comédie avec des accents satiriques. D'ailleurs, le film commence par une citation de 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, grand satiriste du XXe siècle s'il en est. Et très très vite, en fait, on abandonne cette piste-là. Pourquoi? Parce que, selon moi, il y a un vice de forme dans le film, il y a vraiment une espèce d'aporie dans sa conception. C'est qu'en fait, la satire, la grande satire, c'est-à-dire la satire, consiste à se moquer. Consiste à trouver des cibles dont on va se moquer, mais aussi à se moquer de soi-même. Or, le film joue énormément sur cette carte de l'autodérision. Et il y a, selon moi, ici, une vraie hypocrisie. L'hypocrisie, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du film, au début, j'ai plutôt adhéré. J'ai trouvé ça assez drôle. L'ouverture, par exemple, je trouve moi, par exemple, j'ai beaucoup ri. Moi, j'ai ri tout du long. Vous avez ri? Oui, tout du long. ri. Mais peut-être que j'ai... Jusqu'au bout? Oui, je suis bon public. Eh ben, moi, pas du tout. Mais la fin est beaucoup plus larmoyante, donc c'est difficile de rire jusqu'au bout. Il y a quelque chose de beaucoup plus mélodramatique sur la place de Barbie, la place de Ken. Il y a aussi l'histoire. Il y a vraiment plusieurs scénarios, d'ailleurs, qui Mais traînent justement, dans c'est ça. À quel moment vous arrêtez de rire, vous, Adrien? J'arrête de rire à partir du moment assez rapide où je comprends en fait qu'on ne va pas se moquer de la poupée Barbie. Où je comprends qu'en fait le film est une vaste opération de rachat de son image. C'est-à-dire une espèce d'opération de rachat à l'aune des luttes contemporaines. Et évidemment, je parle du militantisme féministe. Alors, avant d'arriver à ce point de didactisme qui, à mon sens, aussi étouffe le film et au fait que le film ne peut pas dépasser justement son ambition de produit d'appel, il est de toute façon pris là-dedans et c'est indépassable. Il y a effectivement cette aporie-là. Mais moi, tout de même, ce que je préfère dans le film, c'est sa dimension de comédie, mais je dirais le comique étendu au travail du décor, par exemple. Alors, on ne rit pas aux éclats, mais c'est vrai que de voir des jouets qu'on a parfois convoités enfant, car qui avait vraiment la voiture et la maison de Barbie? Pas beaucoup de monde. C'est vrai.
voilà, on avait la poupée, mais on n'avait pas forcément tous ces accessoires. De les voir tout à coup déminiaturisés, de les voir en grand, mais encore en plastique, mais quelqu'un qui ne saute pas dans une piscine parce que c'est une pure surface puisqu'elle est en plastique. Il y a un effet comique qui n'est pas de l'ordre du rire aux éclats, mais que je trouve vraiment réussi. Et je trouve que le film est plutôt là non seulement bien fait, c'est-à-dire soigneusement fait dans ses décors, ses costumes, ses couleurs, enfin sa couleur, mais qu'il dit quelque chose de cette surface, de ce monde de surface, qui est peut-être aussi quand même celui du puritanisme américain, si on veut aller dézoomer beaucoup, ou en tout cas celui d'Hollywood, qui se présente souvent comme subversif et qui en fait calcule bien son programme pour rester familial, voire familialiste. Donc tout ça, je trouve que cet aspect comique, en plus les jeux de mots sont plutôt bien. Oui, il y a des petites insertions aussi de la réalisatrice où par exemple, Margot Robbie, à un moment donné, incarne une Barbie dépressive et dit, bon, voilà, une Barbie dépressive n'est jamais moche, ça ne s'applique pas à Margot Robbie. Il y a quand même des petits clins d'œil comme ça qui permettent un petit peu de dézoomer ou de faire un petit peu de méta, en fait. Ah, mais alors là, c'est pour moi la réplique qui, justement, pose problème. C'est-à-dire qui bloque et qui dit, on ne peut tout de même pas aller jusqu'à atteindre l'image de beauté de Margot Robbie. C'est-à-dire que la Barbie, alors il y a une Barbie laide, enfin une Barbie en tout cas punk ou bizarre, c'est Barbie bizarre, voilà, déconstruite, mais en réalité elle l'est peu, et surtout on aurait envie qu'on atteigne, que quelque chose fasse offense d'une certaine façon à la poupée mannequin. On a envie ça, qu'il y ait un trashing de Barbie, et c'est vrai qu'il n'arrive jamais. Et c'est ici que je suis assez peu d'accord pour dire que ça suffit à en faire une bonne comédie, parce qu'en fait le film a une surface récréative, une espèce d'écrin comme ça assez ludique, et vraiment on est d'accord là-dessus, il y a une espèce d'abondance de gags qui vire même à la surcharge, à l'épuisement, c'est assez fatigant au final. Mais la vraie chose dont on aurait aimé se moquer, c'est justement ça, le puritanisme du jouet, le puritanisme des attentes familiales autour d'un jouet comme Barbie. Et ça n'est jamais moqué, jusqu'à la toute fin, le dernier gag que je vais pas dévoiler pour les rares Français qui n'auraient pas vu Barbie, mais jusqu'à la toute fin, on ne se moquera pas du puritanisme il y a que 5 de millions finalement. Oui, il en reste 65, donc à la limite on peut ne pas divulgacher. Mais donc c'est ça qui m'ennuie, c'est vraiment ça qui m'énerve, c'est qu'en fait le fond d'une satire, c'est toujours de se moquer de tout, de faire feu de tout bois, de brûler le plus de choses possible. Autrement dire, de détruire le sérieux des autres. Et le sérieux de Barbie ne sera jamais détruit, puisqu'au final, ce qu'on nous vend, c'est la perfection réactualisée de cette poupée. C'est toujours un vernis de perfection et d'idéalisme. C'est l'idée. Ne surtout pas, comme vous avez dit, on aurait voulu que ce soit plus trash, Charlotte, mais je suis totalement d'accord. C'est un beau produit. Mais ne surtout pas égratigner la poupée, en fait. Et parce qu'on joue sur la nostalgie qu'elle procure, c'est ce que vous disiez. On n'avait pas tout le monde n'avait pas toutes les poupées Barbie, tous les accessoires, et ça joue sur cette nostalgie-là. C'est une Madeleine de Proust, c'est un beau souvenir cette Barbie. Donc ce serait peut-être dommage aujourd'hui d'en faire une poupée, je sais pas moi, qui ne soit plus féerie. Oui, on pourrait imaginer Barbie jouée par Melissa McCarthy ou voilà quelqu'un d'autre. Ça donne un autre film aussi. Donc le fait que ce soit Margot Robbie, qui d'ailleurs dans Babylone de Damien Chazelle jouait aussi une actrice comme ça un peu inoxydable qui pleurait sur commande. Alors moi c'est là où le film déçoit, c'est que ce didactisme et cette vaccine, le fait de faire une satire de Mattel tout en utilisant son argent, tout en finalement disant que c'est quand même très très bien d'avoir inventé la poupée mannequin. Eh bien, pour moi, le vrai problème, c'est que le film a quand même pour programme de nous émouvoir et de raconter quelque chose que j'adore dans le cinéma classique, que ce soit dans Le Magicien d'Oz, où un changement de monde pour provoquer un changement individuel, une sorte de réinvention de soi. Et en l'occurrence, quand même, excusez du peu, non seulement on ne naît pas femme, on le devient, et on ne parle pas du dernier gag, mais il est gynécologique, mais d'autre part, on devient, c'est quand même quelqu'un qui devient humain, qui est censé devenir un être humain. Ce qui veut dire que nous, spectateurs, on est censé switcher de la comédie, du rire à l'émotion. Et pour moi, c'est là que ça marche moins bien sur le carreau finalement. Oui. Mais on a beaucoup parlé du fait de la satire qui fonctionne pas. Pour le coup, on a parlé de Margot Robbie, mais avec Ken, ça fonctionne bien. Lui, on suit bien lui tout du long. D'ailleurs, Ryan Gosling est génial. Mais exactement. C'est ça le problème. C'est encore l'homme qui s'en tire alors qu'il a un tout petit rôle. Tout simplement parce qu'on se moque. C'est ça l'ironie de Greta Gerwig, c'est finalement de dire que Ken s'en sort. Adrien Desnouettes. Non, mais oui, c'est le point que je voulais aborder aussi, c'est que la partie qui m'a fait rire, c'est celle avec Ken. D'abord parce que déjà Ryan Gosling s'en donne vraiment, on fait des caisses pour que ça marche, ce qui fonctionne plutôt bien. Et aussi parce que ce dont on va se moquer, c'est de quelque chose qui est effectivement très dérisoire et ridicule, qui est son interprétation du patriarcat, de la
masculinité toxique et qui évidemment prend des proportions hyper cartoonesques sur lesquelles on adhère. C'est très drôle. Pourquoi? Parce que c'est drôle en fait. Le sale, c'est drôle. Ce qui n'est pas sérieux, c'est drôle. Ce qui est moquable. Et je trouve que, enfin, ce dont on peut se moquer. Et je trouve que le personnage de Margot Robbie et même Margot Robbie, finalement, on ne s'en moque pas tant que ça. Alors que vous le disiez, Margot Robbie sur sa carrière récente, ça fait 10 ans en fait qu'on la connaît, Margot Robbie. Elle est apparue avec un rôle de poupée Barbie ultra trash dans Le Loup de Wall Street, et elle n'a jamais vraiment joué à se moquer vraiment sur le vrai jeu de l'autodérision de sa propre image. Et ça aurait été l'occasion de le faire, Barbie. Moi, j'attendais que ça. Et pour tout vous dire, j'attendais Barbie, vraiment. Je pensais qu'ils iraient jusque-là. Et je trouve pas que Margot Robbie ait été salie. Le produit Margot Robbie, c'est-à-dire le produit de consommation Margot Robbie n'a pas été sali. Mais c'est un problème d'interprétation ou c'est un problème de rôle, d'écriture? Je pense que c'est quand même un problème d'écriture, sans doute. Mais moi, ce que j'ai aimé dans le jeu de Ryan Gosling et dans le rôle de Ken tel qu'il est décrit, c'est-à-dire en minorité, on peut dire, une minorité qui découvre qu'en fait, il fait partie de la majorité et des dominants, mais il ne le savait pas, c'est que en fait, il me semble que Ryan Gosling n'a effectivement pas peur de se ridiculiser. Il n'a pas peur de la comédie musicale. On sait qu'il est un peu doué en danse, mais pas si doué que ça. On l'a vu d'ailleurs dans La La Land. Et en fait, ça c'est pour Ryan Gosling. Il va jusqu'à ce que j'appellerais une forme d'idiotie, au sens vraiment, tel que l'art contemporain a pu aussi l'explorer, ou même la danse. C'est-à-dire que on est au-delà justement, à mon avis, au-delà de la satire et de la moquerie. Et là, on touche à quelque chose qui m'émeut. Alors moi, c'est un moment, mais je pense qu'il y en a d'autres, où il se fait rembarrer par Margot Robbie qui fait sa fête toute seule, sa pyjama party comme avec tous les des amis, soirs. voilà. Et en fait, il fait une petite danse, mais tout seul, comme ça. Bon, moi, ça m'a rappelé les Demoiselles Rochefort, mais peu importe. On dirait un petit robot mélancolique, comme ça. Donc, il trouve un point de mélancolie qui, en même temps, va avec le côté mécanique d'une poupée. Là, je trouve ça émouvant. C'est-à-dire que, et ça, le cinéma l'a beaucoup travaillé dans son histoire. C'est-à-dire comment on fait dans les burlesques, par exemple, comment une mécanique peut en fait émouvoir. Buster Keaton, il a un air impassible, et pourtant, si on aime Keaton, on sait qu'on peut être ému. C'est pas que du rire. Adrien Desnouettes. Je suis très d'accord avec l'idée que ce qui fonctionne chez Ryan Gosling, c'est que enfin un blockbuster depuis très longtemps ose aller sur le terrain de l'idiotie. Et avant même de citer l'art contemporain ou d'autres références assez prestigieuses, citons tout simplement le cinéma, citons les années 90 où le grand retour de l'idiotie avec des figures comme Jim Carrey, les frères Farrelly, a brillé de mille feux. Or, ça fait quand même à peu près 20, 15, 10 ans que cette idiotie a totalement disparu du grand spectacle américain. Et là, il ressurgit, je suis d'accord avec ça. Mais dans les ce qui est séries, intéressant, dans les séries bien sûr, mais pas du grand spectacle au cinéma. Et ce qui est assez intéressant... On n'a plus de Dumb and Dumber, par exemple. Jim Carrey a disparu et c'est le dernier, si vous voulez, c'est la fin de l'idiot, quoi. C'est la fin de l'idiot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le film aussi entre ces deux types d'humour, l'autodérision, qu'il n'a pas du tout inventé en fait, cette espèce de humour réflexif, ça vient de stratégie Marvel, de franchisation, où en fait le super-héros, Barbie est finalement un super-héros comme un autre, le super-héros vient se moquer de lui-même. Pourquoi? En fait, un peu à la manière d'une carapace, d'une armure, pour qu'on ne se moque pas de lui avant, pour qu'on ne soit pas tenté de se moquer de lui. Mais ça n'est pas une vraie moquerie, surtout quand on fait le spectacle de sa perfection et de sa pureté. Le film est très puritain dans son esprit. Et l'idiotie de Ryan Gosling permet d'aérer ça. Enfin, en tout cas, l'idiotie du personnage de Ken permet d'aérer ça. Et selon moi, c'est le moment, et je suis d'accord avec Charlotte, c'est le moment où le film me fait rire et le film fonctionne. J'irai pas jusqu'à dire qu'il m'a ému, j'irai pas non plus jusqu'à dire que Barbie est humaine ou humanisée à la fin. Pour moi, c'est une perfection réactualisée, c'est quelque chose de cosmétique. Mais je suis d'accord qu'il y a quand même quelque chose de réussi autour de Ken et de la représentation du portrait caricatural du patriarcat. Ça reste un bon moment de divertissement. On peut finir sur cette idée-là. Ah non, pas du tout. Non. Vraiment, non. Mais moi, je me suis divertie. Moi, je me suis divertie. Donc je n'y vais pas, c'est ça que vous êtes en train de dire. Ah, vous pouvez vous dispenser de ce film, ouais. Charlotte? Non. Il faut avouer que quand même, on veut être ému quand on va au cinéma. Mais moi, j'ai plutôt réfléchi. Je trouve que le film fait réfléchir, et notamment sur la mise en série des femmes en général dans la culture, et en particulier dans la comédie musicale. On y reviendra peut-être un jour sur comment la comédie musicale classique a montré des femmes en série et en même temps raconté. Et sur la crise existentielle que ça engendre aussi. Sur la crise existentielle, Barbie commence quand même à pas avoir des crises d'angoisse. C'est quand même dingue. Oui, mais elle a peur de la mort, alors qu'en fait le mercantilisme et les objets, c'est aussi une réponse sont déjà une réponse à cette angoisse existentielle. Non, moi j'y allais voir le film pour vous faire une idée. Et ben voilà, on se fera. Quand même, malgré tout. Ça s'appelle Barbie. Comme la Barbie, de Greta Gerwig, et c'est toujours au cinéma. On passe maintenant des paillettes à la Palme d'Or, Anatomie d'une chute de Justine Triet. Ok. On reprend, tu m'as pas répondu. Quand tes parents se disputaient, comment ça se passait? C'est-à-dire, j'ai pas vraiment de souvenirs de dispute.
Puis quand il commence à se crier dessus, à se reprocher des trucs, moi je préfère m'en aller. Et quand ça arrivait, tu peux pas me dire qui était le plus énervé des deux? Non. Quand tu dis que tu préférais t'en aller, est-ce que le jour où ton père est mort, c'est ce qui s'est passé? Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Sandra, Samuel et leur fils de 11 ans, Daniel, vivent dans la montagne à côté de Grenoble. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Quelle est la cause de cette chute? Suicide, accident ou homicide? Sandra, interprétée par l'incroyable Sandra Hüller, est inculpée. Le film de Justine Triet porte, à travers son procès, l'enquête, ses témoignages, le discours judiciaire, les expertises, de reconstituer les faits. Palme d'or, film exceptionnel sur l'impossible accès au réel, sur la puissance de la parole. C'est difficile quand même de critiquer un tel film, Adrien Desnouettes. Je suis bien d'accord avec ce constat, et pourtant je vais essayer de me prêter à l'exercice, puisque en fait moi je ne l'ai pas vu à Cannes, j'étais pas à Cannes, et puis je ne l'ai pas vu en projet presse, je l'ai découvert il y a une semaine, comme tout le monde, comme les spectateurs, comme vous. Et forcément, Palme d'or oblige, j'avais de grandes attentes autour du film. Alors, je pense que s'il n'avait pas été une Palme d'or, je n'y serais pas allé avec cet arsenal d'attentes. Néanmoins, j'y suis quand même allé comme ça. Et notamment parce que le film a été très très bien accueilli. Je pense que la dernière fois qu'une Palme d'or a été accueillie avec autant, avec unanimité comme ça, c'était presque Parasite de Bong Joon-ho. Donc j'avais ce niveau d'exigence, si vous voulez. Le film, quand j'en sors, vraiment est très intéressant. Je trouve que le film est réussi. Je ne me suis pas ennuyé Je ne me suis pas ennuyé une seconde, alors qu'il durait 2h30. Et d'ailleurs, quand j'ai regardé ma montre en sortant du film, je me suis dit, mais c'est vraiment, j'ai été impressionné par la gestion du rythme notamment et c'est bon signe, ça. C'est très bon signe. Et je conseille d'aller le voir. Je vais pas jouer le jeu je vais pas hystériser le point de vue négatif. Néanmoins, je reste quand même assez sur ma faim. Vous êtes un des rares, quand même, je dois le dire, qui soutient ça. Les critiques sont plutôt unanimes. Oui, c'est vrai. Je suis resté sur ma faim parce que le film, d'abord, m'a semblé assez convenu en fait, très maîtrisé certes, mais qu'il pâtissait presque de sa maîtrise et de sa surconscience de tous ses effets. En fait, rapidement pour vous dire, j'ai eu beaucoup de mal en sortant immédiatement du film à me dire ce qui avait vraiment excité Justine Triet, ce qu'elle avait voulu montrer en fait. J'ai bien compris ce qu'elle avait voulu me raconter, mais me montrer, c'est-à-dire vraiment une excitation de cinéaste. Qu'est-ce que j'ai voulu mettre en scène? Qu'est-ce que j'ai voulu vous montrer d'un peu tortueux, complexe? Et ça, j'ai pas compris. J'ai bien compris que le film était joué un procès dans un procès. Le procès, évidemment, c'est le procès de la société par rapport au regard sur cette femme-là. Les enjeux sont assez limpides, mais presque trop. Je n'ai pas compris ce que j'ai envie de dire un peu la substance un peu perverse de cette histoire. Charlotte Garçon, trop transparent aussi dans ses effets, dans son propos, le film de Justine Triet? Alors non, il m'a pas semblé que le film faisait le procès de la société contre cette femme, en plus du procès de cette femme qui effectivement constitue une grande partie du temps du film. Il ne m'a pas semblé non plus qu'il était convenu, ou alors seulement en apparence. C'est-à-dire qu'on commence effectivement sur un whodunit, même d'ailleurs le corps dans la neige fait penser à ces silhouettes qu'on trace comme ça sur le pavé. Il y a quelque chose de très stylisé finalement. Donc on se dit c'est un film policier, et puis ensuite c'est la suite normale qui est un film de procès. Et en fait, pour moi, le film m'a tenu à chaque fois. Je l'ai vu 2 fois, une fois avant Cannes, donc sans savoir du tout ce que j'allais voir, et une fois récemment. À chaque fois, il me tient sur la brèche parce que j'ai au contraire l'impression d'un film qui n'arrête pas de se déstabiliser soi-même et de prendre des risques tout le temps. C'est-à-dire qu'il commence comme film policier, mais en fait, c'est un peu, il se déroute lui-même. On avance dans le temps, on arrive 1 an plus tard au moment du procès de Sandra, donc l'enquête est tout de suite décalée. Oui, et il y a des glissements perpétuels, y compris dans ce qui apparaît comme une grammaire très connue, qui serait celle du film de procès. En plus, film de procès à la française, c'est-à-dire qu'en France, on a le droit de s'interrompre et comme ça de dialoguer de manière beaucoup plus libre et fluide que s'il fallait demander à chaque fois la parole à la cour. Donc moi, j'ai eu l'impression au contraire que ce qui me tenait sur la brèche, c'était vraiment d'incroyables audaces de mise en scène, mais qui ne font pas spectacle d'elles-mêmes. Et c'est assez rare finalement au cinéma qu'on se dise quelqu'un qui a la liberté de soi-même se mettre tout le temps en péril. Ce qui est complètement l'inverse de ce que vous dites, Adrien Desnouettes, puisque vous dites que la réalisatrice est consciente de ses effets, que même elle peut en surjouer. J'aimerais revenir quand même sur ce thème que vous avez employé, Adrien Desnouettes, convenu. C'est un film convenu. Ouais. Moi, je trouve que justement, c'est une forme parfaite. C'est-à-dire que le temps qu'on ne voit pas passer, la distribution entre l'enquête, le moment du procès, la restitution du procès, la dissection du couple. On a beaucoup entendu ce terme de dissection du couple. Finalement, tout ça est loin d'être convenu, mais au contraire, voilà, une forme parfaite, quoi.
Mais justement, dans cette perfection, je vois quelque chose d'assez une bonne copie, quoi, une bonne copie rendue, une bonne copie double. Mais c'est un bon film de la Fémis, quoi. Non, j'irai pas jusque là. Non, c'est un bon film. Mais si vous voulez, ce que j'appelle convenu, c'est qu'à un moment, je comprends que le film embrasse beaucoup de sujets. Évidemment, Anatomie d'une chute, c'est plusieurs chutes. C'est la chute d'un corps d'abord, puis la chute d'un couple, mais aussi la chute éventuellement d'un personnage très médiatisé, puisque c'est une écrivaine, jouée par Sandra Hüller. Or, c'est là que je dis qu'il y a quand même et c'est là que je le trouve assez convenu. Il y a un procès de la société, puisque l'avocat général, joué par Antoine Reynard, très bien d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir jouer, l'avocat général est la voix de la société. C'est l'avocat général, c'est l'avocat des intérêts de la société. Or, l'avocat général, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le parti, forcément, c'est un peu son rôle, du mort. Et donc le parti de celui qui devient par la force des choses l'opposé et l'adversaire du personnage de Sandra Hüller. Or, très très vite, on va voir que les médias s'emparent de cette affaire et qu'il y a une vraie curiosité pour le spectacle d'une figure qu'on aime, d'un fantasme qu'on aime. Là encore, une espèce de figure idéalisée, c'est la grande écrivaine, ogre, dévoratrice de son mari. Qu'on aimerait voir chuter. Qu'on aimerait voir chuter, voilà. Et donc c'est ici que je trouve le film assez convenu parce que, en fait, le film nous dit... le film s'inscrit clairement dans une critique en porte-à-faux avec cette représentation-là, ces attentes-là. Non, ce personnage peut être respecté pour ce qu'il est, et il y a une espèce d'inversion comme ça, où en fait la grande figure d'écrivain monstrueux, ce ne serait pas l'homme, mais le personnage féminin. Ce que je respecte totalement, c'est très intéressant. Mais justement, cette représentation des médias et de la société et de ce fantasme-là me semble un peu contredite par le personnage même de l'écrivain, parce que moi je l'ai pas trouvé si original que ça, et je l'ai même simplement trouvé exemplaire. Je n'ai pas compris, vraiment, je le dis, je n'ai pas compris ce que Justine Triet trouvait d'intéressant dans son personnage. De Sandra Hüller. Oui, vraiment. C'est une pure surface, assez froide. Charlotte Garçon, comme vous n'êtes pas d'accord, non, alors, défendez-la. Il y aurait beaucoup de fils à tirer. L'un, quand même, il faut le rappeler, parce que le titre, on n'arrête pas de dire Anatomie d'une chute, ça vient quand même d'Autopsie d'un meurtre, Anatomy of Murder de Preminger, qu'elle le veuille ou non, qui d'ailleurs fait exactement la même durée que ce film, et qui met en scène, le fait que la justice est un théâtre de plus. C'est-à-dire que la justice dit, mais nous voulons les faits, nous voulons la vérité, nous recherchons la vérité factuelle, et en fait on s'aperçoit, alors Preminger l'a pas inventé, mais il l'a très très bien mis en scène, que ça n'est qu'une autre fiction qui se fabrique à l'intérieur du prétoire. Et ça, quand même, ce film a ça en commun. C'est-à-dire, vous disiez, elle a difficulté à accéder au réel. Oui. C'est une écrivaine de fiction qui est mise en échec, et ça je trouve, dont la maîtrise de la parole est mise en échec par énormément de choses dans le film. Donc là, je vous trouve injuste. Déjà par sa langue originelle aussi. C'est incroyable, l'audace d'un film. On voit un film français pendant 2h30, il est sous-titré. C'est-à-dire qu'on voit Swan Arlo qui parle anglais. Mais je veux dire, déjà, accepter ça pour le public, moi, je trouve ça osé, que de faire parler une actrice allemande en anglais, de faire parler les acteurs français en anglais, et ça passe tout à fait. Bon, déjà, ça mais le film s'ouvre sur le fait que rien ne va. Je crois que les premiers mots, c'est qu'est-ce qui se passe, ça n'a pas enregistré, il y a une balle qui tombe alors que le chien aurait dû la rattraper. Chute, voilà. Donc quelque chose ne va pas, la musique joue trop fort. Donc le film n'arrête pas de nous dire que il y a de l'instabilité dans l'air, et que cette femme, qui est effectivement une écrivaine, on pourrait dire de l'autofiction, elle fait penser à des écrivaines françaises actuelles très très fort, et qui maîtrise tout, qui dit d'ailleurs dans les médias, moi mon but c'est de faire que la fiction détruise le réel. Voilà, elle est mise en échec. Alors on peut dire que c'est convenu, mais bon, si tous les films convenus français étaient de ce niveau, ça irait. Ce serait génial. Mieux. Alors effectivement, on peut dire qu'elle reprend la parole, mais elle reprend la parole parce que justement on nous montre que le prétoire produit une nouvelle fiction. Sauf que ce qui est très beau, c'est que le glissement se fait du prétoire à la zone intime, et où ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est effectivement le couple comme chute, le couple comme déchéance, c'est-à-dire être en couple et parents, c'est l'horreur, c'est l'enfer, et voilà pourquoi. Et ensuite, pardon pour les auditeurs, mais faut le dire, dites-le. Idéalistes. Et dans un deuxième temps, en fait, le couple, c'est le couple mère-enfant. Et l'enjeu est déplacé là, dans ce personnage de l'enfant. Et j'ai rarement vu, quand même, ces derniers temps, un personnage d'enfant, qui joue un rôle aussi clé et qui a comme et par du hasard, chien aussi. Il faut parler du chien. Et qui, comme par hasard, n'est pas dans le langage. Faut quand même parler de cet enfant. Je veux dire, excusez-moi, mais pardon. Adrien Lenouet. Je veux dire, j'avais jamais vu un petit garçon de 12 ans comme ça. Je veux dire, 11 ans. Donnez-moi. On est entouré de HPI, vous. Donnez-moi l'adresse de son école Montessori, et pas pour mes futurs enfants, pour moi-même. Quand je vois cet enfant, j'ai l'impression que tout a été racté dans mon éducation. Je veux dire, il est trop parfait, vous dites? Mais évidemment qu'il est trop parfait. Et c'est justement ça qui ne me surprend pas. C'est que je comprends bien tout ce que vous dites. Mais rien ne me surprend
comprends dans ce qu'on me montre. C'est-à-dire que je saisis les enjeux, je comprends bien, mais je veux dire cette espèce de résolution que je ne décrirai pas autour quand même de la personnage du personnage pardon de cet enfant très conscient, très maître de ses émotions. Je trouve qu'il était un peu à l'image du film, qui est trop conscient de tout, très maître de ses émotions, trop lisse. Bah, lisse. J'aimerais que vous l'avez dit, vous l'avez dit Charlotte, si seulement tous les films français étaient de ce niveau-là, et je suis entièrement d'accord. Si seulement tous les films de la moyenne de ce qui sort étaient de ce niveau-là, mais je ne viendrais même plus faire de la critique. Mais je veux dire, là, on parle d'une Palme d'Or, on a des attentes, et j'attends que, disons, quelque chose me surprenne. Ah non, moi, j'ai aucune attente sur une Palme d'Or. Je veux dire, on va pas en citer, mais pourquoi vouloir à tout prix une surprise finalement? S'appelle le film est génial en tant que tel parce qu'il tient formellement et sur le scénario tout parfaitement. Parce que des enfants parfaits, des personnages exemplaires, j'en ai déjà vu. J'attends que justement on exploite un petit peu ce que ça a d'inquiétant cette figure de grand écrivain. Vous trouvez que c'est trop clinique finalement, trop anatomique? Du tout parfait. Attendez, si ça se trouve, il met des mots dans la bouche de son père, ça se trouve, il invente une fiction devant la justice. C'est pas du tout un enfant parfait. Ah, je dirais même que scénaristiquement, il a un rôle particulièrement utile. Enfin, je veux dire, il vient métaphoriquement combler l'image qui manque, puisque c'est un personnage atteint d'une cécité oculaire. Il n'en veut jamais à ses parents. Enfin, je veux dire, on est quand même dans quelque chose d'assez... pardon, du mot, ça va être très fort, mais je trouve ça très bourgeois. Enfin, il expulse sa mère de leur maison. Donc bien sûr, il est pas parfait quand même. Mais c'est parfait d'expulser sa mère de sa maison à un moment où en fait il a, bon, j'ai pas envie de résumer, mais où en fait il va jouer plutôt dans le camp de sa mère. Je veux dire, il a presque vous en connaissez beaucoup des enfants qui seraient capables de tels actes de lucidité? Bah justement, en fait, il y a toute la place du doute. Bon, le débat est clos en tout cas sur Anatomie d'une chute. Là, je peux dire quand même qu'on peut aller le voir là. Hein. Oui, bien sûr. C'est pas un bon divertissement, c'est pas du divertissement, c'est un excellent film. Allez-y avec votre chien. Oui, et bravo au chien Snoop, interprété par Messi, Palme Dog, vous nous avez dit Charlotte Garçon. Merci à tous les deux. Charlotte Garçon, on vous retrouve, on vous lit dans les cahiers du cinéma. Adrien Desnouettes. De vous, on peut lire donc Nick Taras, une histoire du rire en France, paru chez Façonnage Édition. Et je précise que le 5 octobre, on peut vous voir à la Cinémathèque française. Vous faites une conférence juste avant la diffusion de vos 2 documentaires sur Brad Pitt et Jim Carrey. Et vous saurez tout de ces films, de Justine Triet, de Greta Gerwig, en allant sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture.